Ça s'appelle la pénicilline. La recherche médicale est au cœur de nos vies. Elle a besoin de nous comme nous avons besoin d'elle. Bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à ce débat. Je suis Jean-François Lemoine, médecin journaliste. Je serai votre animateur tout au long de cette téléconférence exceptionnelle proposée par la Fondation pour la recherche médicale sur la thématique « Communiquer en situation de crise », en présence de Nathan Peffer-Smadja, qui est chef de clinique en infectiologie à l'hôpital Bichat, et de Nathalie Bajos, sociologue et directrice de recherche à l'INSERM et à l'École des hautes études en sciences sociales. Avant de leur laisser la parole, j'ai le plaisir de retrouver Denis Duverne, qui est président du conseil de surveillance de la FRM et président du conseil d'administration du groupe AXA. Bonsoir Denis. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour une nouvelle soirée de la recherche de la Fondation pour la recherche médicale que nous organisons cette fois-ci encore en virtuel, puisqu'il ne nous a pas été possible de nous retrouver en présentiel, comme on dit maintenant, au siège de la Fondation pour la recherche médicale, et j'espère que ça sera bientôt possible. Nous sommes là ce soir pour parler d'une des deux missions de la FRM, la mission d'information scientifique. Vous connaissez bien l'autre mission qui est de soutenir les chercheurs et les projets de recherche, mais nous avons une mission essentielle d'information scientifique pour apporter une information de qualité sur les projets de recherche que nous finançons, mais plus largement sur les sujets de santé et de recherche médicale. Alors je suppose que c'est une mission qui a pris une toute autre ambition à l'aune des mois que nous venons de vivre. Effectivement, dans la période récente, vous avez vu à quel point cette question de l'information scientifique était devenue une question essentielle et difficile, parce qu'on a besoin d'une information à jour, une information pertinente, que beaucoup d'avis s'expriment, que circule toute une série de rumeurs. Et donc, il est vraiment important d'apporter une information scientifique de qualité. Et nous avons eu l'occasion de le faire depuis le début de cette crise scientifique, notamment avec vous sur votre chaîne Fréquence Médicale, avec Karine Lacombe et Alain Fischer, qui ont contribué à cet objectif avec nous. Mais évidemment, c'est une question qui est extrêmement compliquée. Quels ont été les impacts en matière d'information sur la Covid pendant cette période pour votre fondation ? Alors, cette période, elle a été évidemment difficile pour tous, mais elle a aussi eu le mérite de mettre l'attention sur les questions de santé. Et pour la Fondation pour la recherche médicale, ça a été une occasion exceptionnelle de faire appel à des donateurs pour financer des projets de recherche sur le Covid et d'apporter une information de qualité sur les nouvelles découvertes, sur le développement de la vaccination, sur le développement des médicaments, sur la situation sanitaire. Et nous avons cherché à apporter à chaque instant une information de qualité sur notre site web, sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble de nos vecteurs de communication. Vous avez dépensé beaucoup d'argent ? Alors, on a dépensé... D'abord, on a levé près de 7 millions d'euros auprès de nos donateurs et financé plus de 35 projets de recherche scientifique, dont déjà près de la moitié ont donné des premiers résultats tout à fait prometteurs. Et on n'a pas dépensé plus d'argent pour la communication scientifique parce que nous avons bénéficié de la générosité des chaînes de télévision qui nous ont donné un très large accès aux scientifiques de la FRM ainsi qu'à nos parrains. Il y a encore fort à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Eh bien, écoutez, merci Denis. Il est temps de passer au débat avec nos invités. Vous l'aurez compris de ces propos introductifs, la communication restera toujours le point noir
de la première année de la pandémie. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain que la suite soit meilleure. On peut tenter de l'expliquer ou du moins d'en dégager les responsabilités. Les spécialistes, certains, qui au lieu de nous avouer qu'ils apprenaient en marchant ont eu des discours péremptoires, souvent démentis dans les semaines ou jours qui suivaient, avec un aplomb incompatible avec les incertitudes de la science. La médecine générale aussi, qui s'est engluée dans des polémiques interprofessionnelles comme celle qui les a opposés aux pharmaciens pour la vaccination, alors que ce sont des relais primordiaux vers les patients. Les médias ont leur faute, qui vivaient au jour le jour, sans aucun discernement sur l'importance de ce qu'ils relataient, avec des audiences colossales et des écuries de spécialistes de tout poil, prêts à faire le buzz. Enfin, le gouvernement, faut pas l'oublier, qui se permettait de mentir sans vergogne. Souvenez-vous l'histoire des masques. Alors au bout de tout ça, il y a des Français, dans leur ensemble, qui ont vite perçu ce capharnaüm, mais se sont transformés en proie toute trouvée pour le doute, la peur, avec surtout des réseaux sociaux qui ont proliféré sur un terreau exceptionnel pour la rumeur et le complotisme. Bien évident, avec les 45 minutes que nous allons consacrer à cette émission, nos invités n'ont pas le temps de tout traiter. Aussi, nous avons choisi 2 angles pour illustrer ce problème de communication. Tout d'abord, à travers l'exemple de ce que l'on peut appeler désormais l'affaire Raoult. Pouvons-nous faire confiance aux chercheurs? J'ajouterai, peut-on faire confiance aux médias qui nous transmettent les paroles des chercheurs? Et quelles conclusions doit-on en tirer? Ce sera plutôt le domaine de Nathan Pfeiffer-Smadja. Vous êtes chef de clinique en infectiologie à l'hôpital Bichat et vous êtes impliqué dans la réponse à la pandémie Covid-19 depuis janvier 2020. Vous êtes membre du comité de pilotage européen du célèbre essai clinique randomisé Discovery qui évalue des traitements antiviraux chez les patients hospitalisés. Vous êtes l'auteur de plus de 15 publications scientifiques concernant la Covid-19. Et vous avez également une activité d'information autour de cette maladie sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et vous participez au projet de l'ONU Team Allo, qui vise à partager des informations scientifiques fiables sur la vaccination Covid-19. Vaste tâche. Mais l'hydroxychloroquine, c'était le début de l'histoire. L'actualité aujourd'hui, c'est la vaccination et les questions que pose un acte individuel au service de la collectivité. Une notion qu'on ne pensait pas en faveur des Français. Et pourtant, le taux de compatriotes vaccinés est un des meilleurs du monde. Toutefois, la vaccination a une grande faiblesse, le nombre de gens qui doivent le faire, et se pose le problème des réfractaires. Autrefois, il y avait les anti-vaccinaux et les autres. On voit avec la Covid que ce n'est pas aussi simpliste. Avons-nous fait tout ce qu'il faut? Eh bien, ça, c'est le domaine de prédilection de Nathalie Bajos. Alors, vous êtes sociologue de formation, honorary professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Vous avez, par ailleurs, été membre du Haut Comité à l'égalité entre les hommes et les femmes de 2013 à 2016. De 2015 à 2018, vous avez rejoint le Défenseur des droits pour diriger le département de la promotion de l'égalité et de l'accès aux droits. Vous assurez aujourd'hui la codirection scientifique de la nouvelle enquête nationale sur les sexualités en France, ainsi que la codirection scientifique de la cohorte EPICOV sur les enjeux épidémiologiques et sociaux de l'épidémie de la Covid-19. On attendra de vous de nous éclairer sur l'apport des sciences sociales dans l'établissement d'une stratégie de communication et de politique de santé publique dans le cadre de cette vaccination bien particulière. Je veux dire que vous êtes nombreux, et moi le premier, à attendre vos réponses. Je suis le docteur Jean-François Lemoine, médecin journaliste, en particulier à Canal+, de façon quasi quotidienne, les 18 premiers mois de la pandémie. Et fort de ces plus de 150 émissions, je suis très intéressé par cette discussion, où j'essaierai de donner l'éclairage d'un journaliste qui se veut honnête, à défaut d'être infaillible. Nathan Pfeiffer-Smadja, l'affaire Raoult et la confiance envers les chercheurs. Je vous rappelle les faits succinctement, car le monde entier les connaît. Au plus fort du doute et du pataugeage, des spécialistes, le savant de Marseille s'invite avec fracas dans le débat, en assurant avec un aplomb sans limite que les cocktails hydroxychloroquine et azithromycine, au coût ridicule, allaient changer la face et les conséquences de cette pandémie. Comme ce qu'ignorent beaucoup de gens, il avait déjà fait le coup avec le chikungunya et il avait été vite renvoyé à ses éprouvettes par les infectiologues. Nathan, vous n'avez jamais douté devant l'aplomb du professeur? Je pense ce qu'on a beaucoup dit au cours du début de l'année 2020, c'est qu'on partait pas d'un virus totalement inconnu. C'était certes un nouveau virus, cependant c'est un coronavirus. On avait un exemple, notamment le SRAS à Hong Kong, et on avait également d'autres exemples de viroses aiguës, certaines respiratoires. Et ce qu'on savait de ces viroses aigus, et ce qui a été confirmé tout au long de cette crise, c'est qu'en fait, les viroses aigus sévères, y compris d'atteinte pulmonaire, les pneumopathies, eh bien, il n'y a pas de traitement antiviral efficace en règle générale.
Et donc, on s'attendait vraiment, tous les infectiologues, tous les virologues, on s'attendait au mieux un traitement antiviral un peu efficace. Et c'est ce qu'on commence à avoir, si vous voulez, on en parlera, 1 an et demi plus tard. Et ça, c'était pas inattendu. On n'attendait pas qu'un effet spectaculaire. Et finalement, ce qui a été la surprise dans ce nouveau virus, ça a été l'efficacité des traitements anti-inflammatoires, certains déjà utilisés pour les pneumonies sévères. Oui, mais là, vous me racontez l'histoire, ce qui s'est passé tout de suite. Moi, je voudrais revenir, parce que le thème de cette émission, c'est peut-être faire confiance aux chercheurs. En clair, les études de Raoult étaient bidons. Alors, j'y viens. C'est-à-dire, peut-on faire confiance aux chercheurs ? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on avait déjà beaucoup d'informations de la recherche scientifique, de la recherche médicale, avant l'apparition de cette crise. Et ça, on a pu y faire confiance. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qu'on a retrouvées dans la gestion de cette virose sévère, qu'on connaissait d'autres viroses aiguës sévères. Donc, à partir du moment où quelqu'un disait, et là, je pense que c'est vraiment l'apport de la recherche et de la science, où quelqu'un disait, là, j'ai un traitement spectaculaire contre une virose aiguë sévère respiratoire, eh bien, on doutait. Et dès le début, dès la première seconde, j'ai douté. Et je ne vous mens pas, on s'est toujours dit que cela ne marcherait pas. Après, l'importance de la recherche médicale, c'est aussi de partir d'une hypothèse et puis ensuite de l'infirmer ou de la confirmer. D'accord, mais dans l'affaire Raoult, ça n'a pas été aussi simple que ça. D'ailleurs, le premier qui a douté, c'est notre président, qui est allé à Canossa faire une visite aux druides de Marseille, comme on commençait à l'appeler. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui, a brandi l'étude Discovery. Parlez-nous de cette étude, vous avez participé. Même avant, je dirais, l'autre chose qui ne peut pas, vous me posez la question sur les études, l'autre chose dont je n'ai jamais douté, c'est la méthodologie de la recherche clinique. Cette méthodologie de la recherche clinique de qualité, elle découle quand même de siècles de méthodes expérimentales et de travail sur la recherche médicale. Et en fait, le fait de uniquement pouvoir comparer dans la question thérapeutique des groupes tirés au sort, parce que sinon les facteurs entre les groupes ne peuvent pas être contrôlés, c'est quand même un acquis extrêmement important de la recherche médicale. Et à partir du moment où on n'a pas ces essais thérapeutiques randomisés, on ne peut pas conclure. Mais ils ont été quand même très tardifs, y compris le président a dit Discovery, réponse la semaine prochaine, et on n'a pas eu la réponse. Alors c'est quand même surprenant qu'un président et un comité ne soient pas capables de dire la vérité sur ces études. Tout à fait. Alors, ce que je vous dis, donc, je revenais à la question précédente, donc je n'ai pas douté de la méthodologie, et cette méthodologie, on l'a appliquée. Et de nombreux pays l'ont appliquée dans le cadre d'essais cliniques randomisés qui sont la référence pour juger de l'efficacité thérapeutique. Alors évidemment, les essais un peu moins compliqués, les cohortes, le suivi de patients, les études observationnelles, ça apporte des pistes à ensuite tester par des essais randomisés. Ces essais randomisés comme Discovery, ils prennent du temps. Donc je ne sais pas par quelle voie les politiques se sont mis à dire on aurait des résultats d'ici une semaine, 10 jours, un mois. C'était impossible. On ne fait pas un essai clinique randomisé qui vise à inclure des milliers de patients, puisque dès le début, nos calculs statistiques pour avoir la puissance nécessaire étaient de milliers de patients. On ne le fait pas en 3 semaines. Vous vous rendez compte, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le président de la République a donné des informations que quelqu'un comme vous, travailleur, peut lui dire attention, non, ça n'a jamais été comme ça. Comment la recherche n'a pas d'audience auprès de ces gens-là. Comme je vous dis, je ne sais pas exactement par quel circuit ou par quelle incompréhension les choses sont sorties par cette voie de presse. Peut-être une incompréhension autour de la compréhension de ce qu'est une réunion de DSMB ou de la compréhension de certains éléments techniques. Mais trop facile de dire c'est sorti par voie de presse. Moi, j'ai entendu le président ou par voie politique. Par voie politique. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je ne sais pas. Moi, vous ne pouvez pas me questionner sur ce que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont dit, mais ce que je sais, c'est que c'était impossible. Et les essais cliniques les plus rapides de l'histoire des essais cliniques, ils ont eu lieu pendant cette pandémie Covid. C'est l'essai anglais Recovery, dont les premiers résultats ont mis des mois à venir. Ouais. Et c'était déjà un exploit, mais phénoménal dans le monde de la recherche médicale. Donc personne ne s'attendait à avoir des résultats aussitôt. Il y avait quand même tôt. des gens qui commençaient à faire de sérieux doutes sur les travaux sur l'hydroxychloroquine. Ça n'a pas empêché qu'on retrouve le médicament à la Maison-Blanche, au fond de l'Afrique, et en passant par le Brésil et l'Inde, ce qui pose un problème justement de la diffusion de cette communication. Même encore aujourd'hui, le professeur Raoult, qui est attaqué par l'ordre des médecins, clame encore l'efficacité de son traitement en disant que les effets secondaires que vous dites sont faux. Donc vous pouvez dire aujourd'hui de façon extrêmement que c'est des informations fausses. Alors, ça dépend exactement de quoi on parle. Ce que tous les essais cliniques bien menés ont montré, et il y a eu plus d'essais sur cette molécule que pour que pour n'importe quelle autre molécule dans l'histoire de la médecine, sur ces essais sur l'hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine,
que ça soit en phase précoce, en phase tardive, en prévention, ça n'a jamais marché dans aucun essai clinique. Donc là, je peux dire avec une grande certitude, qui est celle du consensus scientifique, que cette association thérapeutique, ou alors même l'hydroxychloroquine seule, n'a aucune efficacité pour traiter la maladie Covid ou pour prévenir l'infection à SARS-CoV-2. Ça, on peut le dire. Les effets indésirables de l'association hydroxychloroquine-azithromycine sont connus par ailleurs. Ils sont rares, je ne vais pas vous dire que toute personne qui prend cette combinaison va avoir des problèmes. Ils sont rares, mais ils sont existants. Et ils sont suffisants pour que quand on regarde les méta-analyses qui concernent des milliers, des dizaines de milliers de patients, eh bien, ces effets indésirables rares semblent tendre vers une petite augmentation de la mortalité des patients qui sont traités par cette combinaison. Donc évidemment, après, ce que je pense, ce qui est important là, pour replacer dans le contexte de la communication autour de la recherche, moi, ce que ça m'a montré, c'est qu'on pouvait faire à la fois une très mauvaise recherche et une excellente communication. Oui. Parce que, comme vous dites, elle a porté plus que n'importe quelle communication médicale ou scientifique. Et on peut faire aussi une excellente recherche avec une communication qui n'est pas à la hauteur. Et ce qu'on voit, finalement, malheureusement, c'est que c'est l'excellente communication qui prend le dessus dans le débat public. Ouais. Il y a eu aussi le Lancet Gate. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, simplement le Lancet, qui est votre Bible, dont on savait quand même que de temps en temps, la Bible avait quelques défauts. Elle s'est fait berner par une étude. Comment ça peut se faire, ça ? Alors, moi, je vais avoir une interprétation un petit peu différente. Le Lancet a publié une étude dont les données n'ont jamais pu être vérifiées, et il semblerait que ce soit des données falsifiées. Moi, je dis et je répète, cette affaire du Lancet, c'est un bon point pour la science. C'est-à-dire que ça a remis en cause nos façons de reviewer les articles scientifiques et de les lire. Et donc, ça a poussé les journaux scientifiques à demander plus d'accès aux données, ce qui n'était pas fait. Parce que les relecteurs étaient passés à côté. Les relecteurs n'ont pas accès aux données et ne l'ont jamais. N'ont jamais accès à la base de données. Et ça, à l'ère du big data, c'était une vraie question qu'on devait avoir. Ça a permis de la poser. Et on demande maintenant, pour certaines grosses études, un accès aux données de la part des relecteurs des travaux médicaux. Ça, c'est bien. Deuxième chose, qui est une bonne chose, c'est que ça a été rétracté. Oui. Et ça, je pense que c'est vraiment le fait que la science est prête à identifier des articles qui sont frauduleux et qui sont rétractés. Et à contrario, ce qui est très décevant de la part d'un autre journal du groupe Elsevier, c'est que n'ont pas été rétractés les études dont on parlait tout à l'heure sur l'hydroxychloroquine azithromycine, dont les données maintenant sont de plus en plus remises en question. C'est pas moi qui vais vous dire est-ce qu'il y a eu de falsification ou pas, je ne sais pas. Cependant, il y a beaucoup d'éléments préoccupants qui sortent dans la presse sur ces études. Ça veut dire, Nathan, qu'il faut repenser les outils d'information pour en avoir des irréprochables, faut repenser des nouveaux ou alors sérieusement dépoussiérer les vieilles revues? Je pense qu'il y a eu un questionnement autour des revues et je pense que c'est très important qu'effectivement, dans les grandes revues, les grands articles qui vont modifier la pratique médicale, on sache ce qui se passe sur le plan des données qu'utilisent les médecins et les chercheurs. Cependant, ça, c'est un peu différent de la question de la communication autour de la recherche. Et celle-là, la préoccupation, pour moi, elle est avant la publication. Le plus gros problème qu'on a, c'est pas la communication sur des données publiées, dont certaines, effectivement, ne sont pas réplicables, dont certaines ne sont pas exactes, mais c'est la communication sur des données non publiées, des articles qui n'ont pas été validés ou relus par les pairs, voire des articles jamais publiés, faux et frauduleux du début à la fin. Et on l'a vu pour l'hydroxychloroquine, on l'a vu pour l'ivermectine, on le voit pour un ensemble de thérapeutiques actuelles. Ça, c'est un problème. On est aujourd'hui en train de parler d'un traitement qui s'appelle le molnupiravir partout. Et on est interrogé par des médias qui disent on doit en parler, tout le monde en parle, alors qu'on n'a pas vu de résultats publiés dans un journal scientifique sur cette molécule. C'est quand même un problème. Alors, je sais que ces données existent. Ils ont eu un communiqué de presse. Elles sont revues par l'European Medicine Agency. Mais nous, on ne peut pas savoir ce qu'il en est. Et on n'aura pas accès à ces données. On aura peut-être une publication. Donc, c'est quand même un problème, je trouve. Il faudrait y rajouter la discussion financière, parce que ce sont des médicaments qui sont, on peut dire, aujourd'hui pas donnés. Est-ce qu'un médecin, un groupe ou un groupe plutôt de médecins doit avoir ses propres moyens de communication? Alors, chaîne YouTube, forte présence sur les réseaux sociaux pour exister. Par exemple, vous, la SPILF, vous faites partie de la SPILF. Est-ce que vous estimez que vous devriez avoir vos besoins de communication ou que ce n'est pas votre boulot? Alors, je pense qu'il y a un vrai intérêt d'avoir une communication en s'appuyant sur des données publiées, sur des recommandations nationales, sur des choses qui font plus ou moins consensus dans la communauté médicale, de pouvoir les transmettre parfois directement
à la population générale, soit sur les réseaux sociaux, soit effectivement via des chaînes YouTube, ou comme le fait par exemple la FRM lors de cette soirée débat. Et ça, je pense que c'est important parce que on a un filtre médiatique autour de l'avancée scientifique qui est un filtre biaisé, c'est-à-dire on va présenter certains résultats spectaculaires, mais on va aussi faire des choses qui vont peu intéresser la sphère médiatique, et pourtant que les chercheurs ont probablement intérêt à partager avec la population générale. Donc c'est bien de pouvoir effectivement chanter, et puis parfois via ces réseaux de pouvoir faire levier pour dire à des journalistes peut-être parler de ce sujet, mais pas de résultats qui ne sont pas des résultats validés. Ça, c'est un problème. Alors, vous participez à un beau projet de l'ONU qui s'appelle Team Allo, qui vise à partager des informations scientifiques fiables sur la vaccination sur les réseaux sociaux. Vous comptez réussir là où tout le monde a échoué ? Non, ce que je compte et pourquoi j'ai accepté, c'est parce que contrairement à je pense, qu'ils coûtent beaucoup d'énergie sans être forcément rentables, c'est que leur objectif était de partager des informations scientifiques et pas de contrer la désinformation. Ça, contrer la désinformation, je pense que mon avis, c'est que c'est voué à l'échec. On ne peut pas, on n'y arrive pas. C'est compliqué, c'est un problème qui regarde les plateformes de réseaux sociaux, qui regarde éventuellement le gouvernement, les politiques, mais en tant que médecin, en tant que chercheur, on peut se noyer là-dedans. Et je pense que, en revanche, viser à être le relais d'informations scientifiques, médicales, il y a énormément de questionnements. Et ça, je dirais souvent, le problème médiatique aussi, c'est qu'on est sollicité pour donner des opinions. Là, je suis sollicité en permanence pour parler du variant Omicron ou d'autres choses dans un format qui n'est pas propice au partage d'informations scientifiques. On nous pose des questions qui visent à réagir. Par exemple, est-ce qu'on a bien fait de fermer les frontières ? C'est pas mon domaine ou mon expertise, c'est pas mon choix. Non, mais je ne peux pas prendre le temps qu'il faut pour expliquer ce que nous, on sait ou ce qu'on ne sait pas. Et ça, on peut le faire sur les réseaux sociaux, puisqu'on n'est pas dans cette immédiateté qui peut poser problème. Alors, ce qui embête beaucoup les gens, c'est que les réseaux sociaux, ils n'obéissent pas à l'argent comme les autres médias. Et que c'est difficile de dire que plus on met d'argent, plus ça marche dans les réseaux sociaux. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez une martingale avec l'OMS pour pouvoir être repris par les réseaux sociaux ? Non, je ne sais pas si la problématique de l'argent est moins présente sur les réseaux sociaux finalement. Vous avez des raisons. Mais en tout cas... on n'a pas de solution évidente. Moi, ce que je constate parfois, c'est que les institutions ont énormément de mal à exister sur un réseau qui est, à mon avis, très intéressant, très professionnel. D'abord, Twitter, qui sert à échanger des informations entre médecins et scientifiques. Moi, quand j'y suis allé, c'était vraiment pour avoir accès à l'information rapidement de médecins et scientifiques de très haut niveau. Eh bien, dans ce monde Twitter, les institutions... c'est rien, c'est une goutte d'eau par rapport à des personnalités extrêmement médiatiques. Et donc... qui ne mettent pas spécialement de l'argent. Vous avez des comptes Twitter totalement anonymes qui font des millions de reprises et on n'arrive pas à l'expliquer. Donc c'est pour ça que c'est un problème qui est difficile. Apparemment, les enseignements de l'affaire Raoult n'ont pas été complètement tirés puisque... Il y avait l'ivermectine qui ressortait ces dernières semaines alors qu'on est exactement dans la même problématique. C'est quoi plus large ? Oui. Je dirais que c'est un peu différent. Dans l'affaire de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, on a eu le discours mainstream qui était quand même, finalement, on semble avoir des données, pourquoi pas, c'est un contexte pandémique, il faut y aller. Et ça se méprend sur un principe de base de la médecine qui est, si on ne sait pas si ça marche, on ne donne pas. Voilà, de façon générale. Après, on peut faire des essais très rapides, des essais plateformes, on peut trouver des moyens de faire les choses rapidement et proprement, mais l'idée de la médecine, c'est pas se dire, on est face à une crise, donnons tout ce qu'on a. Dans ce cas-là, je sors une boîte de médicaments, je les donne tous. Et ça, vous en êtes bien conscient. Donc, je dirais, c'est différent, ça a été mainstream. Là, l'ivermectine, il faut quand même voir que, à part dans certains endroits ou dans des sphères extrêmement extrêmes de la discussion qui... À mon avis, ils surfent plus sur de la désinformation. C'est quand même pas le soir aux 20h qu'on nous parle de l'ivermectine pour le Covid. On est bien d'accord, mais quand même, je trouve que les réseaux sociaux ont donné une importance extrêmement importante à quelque chose qui n'était pas. Oui. D'ailleurs, vous avez fort bien géré quelque chose qui est la nicotine et le tabac et la Covid. Ça a été très bien géré par la recherche. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu des messages en disant « allez fumer pour vous protéger de la Covid ». Vous avez tout de suite, vous les chercheurs, bien su arrêté ça. Alors qu'il y avait une étude qui disait qu'il y avait un potentiel. Il y a eu moins de tapage autour de cette étude, effectivement. Mais après, moi, j'aimerais quand même dire que la recherche médicale scientifique, et ça, c'est un point extrêmement important, a changé complètement notre façon d'approcher ce virus, cette maladie, cette crise. Il n'y a pas une étape
qui s'est faite autour de la Covid-19, de la prise en charge en passant par les vaccins, la description physiopathologique, les atteintes, la gestion de l'oxygène, qui n'est pas passée par la recherche médicale et scientifique. Tout ce qu'on a acquis. Et là, je peux vous dire, on traiterait, sans les données de recovery, des essais cliniques, de ce qu'on a appris par la recherche, on traiterait les patients aujourd'hui dans les services exactement de la même façon qu'en mars 2020, où les gens vraiment mouraient tous les jours. Les corticoïdes ont changé la donne, les vaccins ont changé la donne, les anticorps monoclonaux pour les patients transplantés qui ne peuvent pas être protégés par la vaccination, c'est incroyable la différence de mortalité qu'on a chez ces patients depuis qu'on les utilise. Donc la recherche médicale et scientifique a sauvé des vies, peut-être de façon encore plus importante qu'antérieurement. Et ça, pour moi, c'est vraiment incroyable. Écoutez, votre enthousiasme, en tous les cas, lié au fait que vous êtes un jeune chercheur, fait effectivement une belle promotion de la recherche. Et je pense que grâce à des gens comme vous, la communication de votre domaine va obligatoirement se rénover et s'améliorer. Vous êtes d'accord ? Écoutez, j'espère. Bon. Moi, Très belle conclusion. Vous êtes d'accord, Nathalie? Belle conclusion. Maintenant, on va aller avec vous, Nathalie, parler de vaccination. D'abord, pour vous diriez réussite ou échec du côté de la France? Réussite, incontestablement, mais. Réussite, mais. Réussite, mais. Vous attendiez quand même à ce chiffre-là au bout de moins d'un an? Non, honnêtement, non. Très honnêtement, non. Tous. D'abord, faut quand même toujours saluer la recherche, parce que incroyable surprise, alors que tout le monde prévoyait le vaccin, compris les gens de la SPILF qu'on interviewait en disant, allez, à 2 ans, là, au bout de 6 mois, on avait un vaccin. C'est formidable. C'est absolument impressionnant, effectivement. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été portés pour trouver ce vaccin. Je parle sous le contrôle de Nathan, mais en fait, le dispositif de l'ARN messager était connu de longue date. Oui, et en fait, on a capitalisé sur des connaissances acquises depuis près de 20 ans. Mais de fait, ça a été découvert très rapidement. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui explique une certaine hostilité, réticence de la part des personnes. Elle était suspecte. Quand on n'est pas bien informé, quand on comprend pas bien les enjeux, effectivement, c'est facile de dire c'est pas possible de trouver un vaccin dans un temps aussi restreint, surtout quand on voit ce qui s'est passé sur la question du VIH, où on n'a toujours pas trouvé de vaccin alors que des efforts incroyables ont été mis. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail entre le coronavirus et le c'est pas virus. Tout à fait la même problématique. Non, j'entends bien, mais sauf que c'est pas du tout la même problématique d'un point de vue biomédical, mais pour le commun des mortels, c'est un vaccin contre une infection. Alors, le commun des mortels, il voit tout cet argent qui circule, qui est investi. Est-ce que l'argent et les laboratoires pharmaceutiques jouent dans les réticences aujourd'hui ? Oui, ça joue dans les réticences au sens où un certain nombre de personnes considèrent que je dirais la respectabilité des laboratoires pharmaceutiques est mise en cause au sens où même si en France, on a un taux de vaccination tout à fait remarquable, on sait très bien que dans de très nombreux pays, notamment sur le continent africain, les taux de vaccination sont extrêmement faibles. Et les réticences à lever les brevets pour faire bénéficier à l'ensemble de la planète l'accès aux vaccins, contribue à renvoyer l'image d'une industrie qui est motivée envers et contre tout par des bénéfices financiers alors qu'on est face à une pandémie mondiale. Justement, vous en pensez quoi, vous, de la libération des brevets Alors, c'est pas du tout mon domaine de travail. Mais je vais vous le donner. Je dis juste que je vais vous le donner à titre personnel et pas à titre scientifique pour avoir étudié finement les enjeux. À titre personnel, je comprends. Je trouve ça inacceptable. Qu'on laisse mourir des centaines de milliers de personnes parce qu'on donne pas accès à la possibilité d'un vaccin, même si les choses sont évidemment plus compliquées que de le dire aussi simplement. Mais en tout cas, sur le principe de ne pas lever l'autorisation des brevets, je trouve ça, en tant que citoyenne, profondément problématique. Alors, il y a quelque chose qui complique la compréhension et pour la réticence, c'est qu'il y a des médecins qui sont ouvertement contre la vaccination, et celle-là en particulier, et qui militent. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Sur les médecins en particulier qui militent contre la vaccination, je vais déplacer un peu la question pour la resituer sur un terrain que je connais un peu mieux. C'est finalement, on dit que le taux de vaccination est extrêmement élevé en France, c'est vrai. C'est un des taux les plus élevés au monde. Pour autant, on observe en France ce qu'on observe dans beaucoup de pays, c'est que les personnes qui ne se font pas vacciner
ont un profil social tout à fait particulier. C'est-à-dire que les réticences à la vaccination ne sont pas distribuées de la même façon dans tous les groupes sociaux. Et notamment pour les cas que vous évoquez chez certains professionnels de santé. Et que on peut dire que tout va bien au pays de la vaccination, au pays de Pasteur, parce qu'on a un taux, vous l'avez rappelé, extrêmement élevé. Et en même temps, on peut se dire que dans une perspective de santé publique, c'est problématique que les personnes qui ne se font pas vacciner soient en même temps les personnes qui sont les plus à risque, socialement parlant, de contracter le virus. On va y venir sur le profil, mais simplement, je voulais d'abord dire qu'il y a aussi l'histoire, comment on exploitait les effets secondaires. AstraZeneca, ça n'a pas rangé le problème, puisque ça a été géré différemment d'un pays à l'autre. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de consensus dans le discours des gouvernements sur la vaccination, c'est une des grosses causes de ce côté, de cette méfiance? De cette inégalité sociale dans l'accès à la vaccination? Non, de la méfiance que, par exemple, les vaccins AstraZeneca ont été... dans certains pays interdits, dans d'autres, l'Angleterre en faisait large à Manu. Est-ce que ça, justement... Je crois que ce que vous soulignez est un point important parce que c'est normal, c'est logique que ça contribue à éveiller certaines réticences dans la population. On ne comprend pas pourquoi dans tel pays on a telle politique qui n'est pas la même que dans tel autre. On nous assène depuis le début qu'il n'y a aucun risque avec ce vaccin parce qu'il existe et que le principe de l'ARN messager est connu de longue date, etc., etc. Ce qu'on a pu constater, c'est un certain refus par les professionnels de santé, par les politiques, de prendre au sérieux, de respecter les inquiétudes et les questions que la population, que certaines personnes pouvaient se poser. Et j'ai même parfois employé l'expression d'une certaine forme de mépris de classe, au sens où on a entendu, mais il n'y a aucun problème, il y a X dizaines de milliers, puis X centaines de milliers, puis X millions de personnes qui se sont fait vacciner, et existe la légitimité de se poser des questions. Et ça, c'est un vrai problème, parce que cette légitimité, elle est très socialement différenciée selon les milieux. Quand vous êtes proche socialement du milieu médical, et a fortiori quand vous êtes en contact avec le milieu médical, vous avez un type d'information, vous avez un type de raisonnement, on vous a socialisé à avoir un type de raisonnement qui est beaucoup plus proche de celui des scientifiques. Et donc, vous pouvez, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de proximité sociale, mieux comprendre les choses. Quand on vous dit, quand on vous dit, ben non, votre question, elle est idiote, elle n'a pas lieu d'être, c'est que vous êtes anti-vaccin, etc., etc., voire vous êtes stupide pour poser ce genre de questions. On a créé une distance accrue entre certains groupes et le pouvoir sachant, les sachants et les politiques. Je vous donne un exemple très simple. Il y a eu cette histoire de femmes, d'ailleurs peut-être que Nathan pourra nous dire où est-ce qu'on en est, qui évoquait le fait d'avoir des règles très douloureuses après avoir été vaccinées. Les premières femmes qui ont manifesté ce type de propos, qui ont évoqué le lien possible entre le fait d'avoir été vacciné et d'avoir des douleurs, il y a eu toute une série de volets de bois vert pour leur dire que ça n'avait rien à voir avec le vaccin, etc. Alors, il se trouve qu'il y a eu plusieurs cas et donc que ça a été repris par l'Agence nationale de santé et que je crois qu'une étude a été montée sur le sujet. Je donne juste ça à titre d'exemple pour dire que la question fondamentale pour le vaccin, à mon avis aujourd'hui, c'est vraiment de réduire les inégalités sociales, d'accès à la vaccination. Pour réduire les inégalités sociales de pratique vaccinale, en fait, il y a deux leviers. Il y en a un qui est de travailler sur les réticences et l'autre qui est de travailler sur les conditions d'accès. Et en France, d'après les résultats des études qui ne sont pas encore publiées, je vais tout à fait dans le sens de ce qu'évoquait Nathan tout à l'heure sur un grand problème de pouvoir, de faire la part entre ce qu'on peut présenter comme des résultats publiés, c'est-à-dire validés par des pairs, et des résultats qui ne le sont pas encore. Mais il n'empêche qu'on a quand même une position intermédiaire, et je pense que Nathan sera d'accord avec moi. On a un propos plus informé en tant que scientifique spécialiste d'un sujet que la personne lambda qui n'a jamais travaillé sur le sujet. Donc ce que je vous dis là, ce sont des résultats qui sont en cours de publication, mais les inégalités sociales sont extrêmement marquées aujourd'hui, et pour moi c'est un vrai problème de santé publique. Quand vous dites inégalité sociale, réticence et conditions d'accès, c'est pas du tout les mêmes raisons, pas du tout la même chose, et pas les mêmes populations qui retiennent ça comme argument. Alors si, parce que, en partie. Il n'y a pas que... Oui, enfin... Alors,
si vous voulez, d'abord, quand on parle de réticence, il faut d'abord définir de quoi on parle, parce qu'on a eu vite fait de traiter toutes les personnes qui ne se faisaient pas vacciner ou qui éprouvaient des réticences, des doutes, comme des antivax. En fait, c'est une population extrêmement hétérogène, aussi bien les personnes qui doutent et qui ne savent pas encore et qui attendaient au début de savoir si, et les personnes qui sont clairement contre le vaccin et qui, on a l'impression, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elles ne se feront pas vacciner pour des raisons complexes. Et dans ce groupe-là, c'est pas un groupe totalement homogène. Vous évoquiez tout à l'heure, je crois, une histoire personnelle de quelqu'un de votre famille. Non, j'allais l'évoquer là, mais on va y venir. Mais donc, il n'y a pas qu'un seul profil de réfractaire. Non, il n'y a pas qu'un seul profil de réfractaire, mais en revanche, il y a quand même dans tous ces motifs de doute vis-à-vis du vaccin et de refus de se faire vacciner, il y a quand même une constante, c'est la distance sociale. Et je reviens là-dessus parce que, très clairement, vous avez d'abord le facteur numéro 1, et on reviendra plus directement avec ça sur le thème de l'émission, enfin le thème de la vaccination. Le facteur numéro 1 qui explique les réticences et le refus de se faire vacciner, donc les opinions et les pratiques, c'est la confiance dans le gouvernement. C'est le premier. C'est le premier et de loin. Et de loin, c'est le facteur qui est le plus lié au fait de ne pas vouloir se faire vacciner. Et ça, c'est indépendamment de votre âge, de votre niveau d'études, de votre profession, etc. etc. Une seconde là-dessus. Facteur numéro 1. Quand on voit Fischer, Delfrécy, Fischer en particulier, ils ont tout fait. Enfin, je vois qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour avoir confiance. Alors je vais vous dire, parce que là, c'est le gouvernement. Si je cite ce point-là, d'abord c'est parce que statistiquement c'est le plus important, et deuxièmement parce que ça montre que derrière les réticences se joue autre chose qu'une simple défiance vis-à-vis du vaccin. C'est clairement ce qui se passe dans les DROM en ce moment. C'est un geste politique de ne pas vouloir se faire vacciner. Vous preniez l'exemple tout à l'heure des quelques médecins qui étaient contre, certaines parties du professionnel de santé qui sont contre. C'est beaucoup un geste, une signification politique. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui peut être fait, justement? Alors, qu'est-ce qui peut être fait? Une fois qu'on a dit ça, d'abord, pour savoir ce qui peut être fait, la démarche scientifique... Non, mais on était dans les raisons. Non, mais justement, je termine sur les raisons, parce que pour savoir ce qui doit être fait par Delfrécy et Fischer, comme vous dites, il faut identifier clairement le problème. Je vous ai donné un exemple très fort, un facteur très fort de réticence à la pratique vaccinale. Les autres, c'est, pour dire les choses rapidement, plus on est pauvre financièrement, moins on a de capital culturel, plus on est dans le bas de l'échelle sociale dans les professions, etc., plus on est issu de l'immigration d'un pays d'Afrique subsaharienne, tous ces facteurs-là sont les uns et les autres, indépendamment. Non, mais ce sont des facteurs religieux, ce ne sont pas des facteurs religieux, ce sont des facteurs qui caractérisent une population qui, quelque part, se sent exclue du contrat social. Et pourtant, la vaccination est gratuite. Non, mais la vaccination est gratuite, mais la vaccination, et c'est pas du tout à remettre en cause, c'est vraiment un geste, bien sûr individuel, mais aussi un geste collectif qui permet d'engager la société vers une nouvelle étape qui est la sortie de cette épidémie. Et les gens qui se sentent exclus du contrat social ont plus de mal de se sentir, d'être touchés par un discours de solidarité. Vous aviez exactement la même chose sur le VIH. On avait des grandes difficultés à ce que, par exemple, des jeunes homosexuels s'engagent dans des démarches de prévention, parce que dans des contextes qui restaient très homophobes, ils ne se sentaient pas à leur place dans la société. Et donc on est sur les mêmes logiques d'exclusion sociale et qui font qu'on a du mal non seulement à se sentir solidaire d'une lutte commune, et d'autre part parce que la distance sociale avec les sachants et les politiques est extrêmement marquée. Alors, pourquoi je peux vous parler d'un problème personnel? C'est juste pour dire que proche de moi, une jeune femme qui est bien informée, puisqu'elle est proche de moi, j'espère, du moins j'essaie, et qui a refusé de se vacciner, et là maintenant elle est enceinte. Qu'est-ce qu'on fait devant ces gens-là? Alors là, devant une personne en particulier, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut faire, pour revenir quand même sur votre question plus générale, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait des choses comme ça? C'est qu'en reprenant l'expérience du VIH, encore une fois, qui à mon avis, on s'est vraiment pas suffisamment appuyé sur toute la force incroyable de recherche, aussi bien biomédicale que sciences sociales qu'il y a eu sur le VIH. La communication pour pousser les gens à se faire vacciner, d'abord, c'est de comprendre où sont les obstacles et qui sont les groupes sociaux les moins vaccinés. Ça, c'est fait. C'est non seulement une communication qui consiste à aller vers, et je dirais que ça a été plutôt très bien fait, mais c'est aussi une communication, et ça n'a pas été fait. C'est pas aller vers, c'est penser avec. C'est-à-dire que
il n'y a pas les modèles qui imposent un discours préventif qui est aussi percutant, aussi pertinent soit-il du point de vue des connaissances biomédicales. Quand on impose du haut un discours préventif pour dire aux gens « vous devez respecter la norme préventive », si cette norme, elle entre en contradiction avec d'autres normes qui régissent les modes de vie des individus, elle va avoir du mal à passer. Et donc, concrètement, pour redescendre sur des dimensions très concrètes, ça veut dire aller vers, mais penser, mais faire avec. Ça veut dire travailler avec des acteurs qui sont des acteurs de terrain, que ce soit des animateurs, que ce soit des enseignants, que ce soit, etc., et des parents d'élèves. C'est construire ensemble, c'est leur expliquer, prendre le temps de leur expliquer quel est l'enjeu, comment ça marche, pourquoi, d'accepter leur réticence et de construire un discours préventif qui soit en cohérence avec les représentations et les modes de vie des personnes. Donc ça, c'est absolument essentiel et ça n'a pas été, me semble-t-il, suffisamment fait. Quant à votre cas personnel, pas vous, mais de la personne que vous connaissez, c'est intéressant parce que vous dites c'est une femme. Il y a un résultat qui, moi, m'a beaucoup surpris, beaucoup, en tant que scientifique, pas en tant que femme, en tant que spécialiste du genre, c'est que, indépendamment de tous les autres facteurs, les femmes sont beaucoup plus réticentes à l'idée de se faire vacciner que les hommes. À cause de la filière de procréation ou... Alors, c'est une très bonne remarque, pas que ça. Non, alors, elles sont beaucoup plus réticentes, mais quand il faut passer aux actes, elles se font autant vacciner que les hommes. Et pourquoi elles sont plus réticentes ? Effectivement, on voit qu'elles sont beaucoup plus réticentes à l'âge de la maternité, qu'elles aient eu ou pas à l'âge socialement dévolu de la maternité, c'est-à-dire entre 25 et 35 ans. Indépendamment de tout le reste, elles sont plus réticentes. Elles sont plus réticentes parce que l'idée d'introduction d'un corps étranger est très genrée aussi. Donc on le retrouve sur la question du vaccin. Elles sont plus réticentes parce qu'il y a une mémoire assez fraîche, je dirais, du scandale des pilules de 3e et 4e génération, qui était, on leur a promis quelque chose et il y a eu, on va pas revenir sur ce scandale-là. Donc, et puis elles sont réticentes aussi, pour vous dire à quel point les choses sont complexes, elles sont réticentes aussi parce que quelque part, c'est une hypothèse, le fait que le vaccin arrive aussi vite, de manière inattendue, ça contribuait à remettre en cause leur rôle socialement attribué aussi, assigné de provider de care. C'est-à-dire que les femmes dans la famille sont celles qui prennent soin, surtout des personnes âgées. Et quelque part, le vaccin venait remettre en cause leur rôle privilégié de soins vis-à-vis des personnes âgées. Et alors, vous allez me dire, mais si vous ne me le dites pas, je le dis à votre place, pourquoi elles se font plus vacciner une fois que les choses... Elles sont beaucoup plus... Eh bien, je vous le demande. Et dans tous les pays du monde, non, c'est intéressant, c'est que ce qu'on trouve comme résultat, on les trouve dans tous les pays du monde. Elles se font plus vacciner parce que quand on est face à la réalité, il y a comme une espèce de rappel à ce que les sociologues appellent l'ordre de genre, c'est-à-dire que oui, vous êtes là pour vous occuper, pour pas contaminer les personnes âgées dont vous vous occupez et faire attention à vos enfants. Donc on les ramène à leur rôle et donc elles se font plus souvent vacciner. Voilà. Bon, cette émission va bientôt toucher à sa fin. Je voulais qu'on aborde quand même très rapidement les antiviraux et ça va être une solution pour tous ces gens qui ne se vaccinent pas. Clairement, non. La protection offerte par la vaccination contre les formes sévères est incomparablement supérieure à l'efficacité qu'on peut attendre d'antiviraux. Les antiviraux pourront être utiles chez des gens déjà infectés, qui sont à très haut risque de formes sévères, comme on utilise actuellement les anticorps monoclonaux. Donc, de nombreuses personnes qui traversent un enfer dans cette crise, parce que malgré les vaccins, ils peuvent faire 3 injections, 4 injections, 5 injections, ne pas avoir d'anticorps, et donc avec des variants qui sont très transmissibles, parfois un peu plus graves que le variant initial, sont aussi anxieux qu'en mars 2020, nous on l'était tous, et donc clairement les antiviraux pourront aider et aident déjà ces personnes. Dans les pays qui peuvent se le permettre, et là on revient sur une question qui doit vous... comment on peut faire en sachant que si on veut que les vaccins soient efficaces et on veut que ce virus s'en aille, il faut vacciner le monde entier. Comment vous appréhendez ça ? C'est une question éminemment politique.
éminemment politique. Et il y a des dispositifs qui peuvent être mis en œuvre. C'est très compliqué parce qu'il ne suffit pas de déclarer qu'on voudrait que la Terre entière soit vaccinée. Encore faut-il pouvoir le faire dans le contexte politique, économique et juridique actuel. Et ça, c'est vraiment une réponse de professionnels qui doit être apportée à ce sujet. Mais ça doit être un enjeu, un combat. C'est important de combattre les inégalités sociales de santé en France. Et c'est évidemment très important de les combattre à l'échelle de la planète. Ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute passionnés par cette conversation, je vous avoue que je n'ai pas pu vous poser toutes les questions que je voulais vous poser parce que nous manquons de temps, mais ne comprendraient pas qu'on ne parle pas d'Omicron, parce que 5e vague est là, on ne sait pas encore comment, mais apparemment elle va se passer en France sans que l'hôpital soit trop touché, mais peut y avoir une 6e vague. Vous doutez, non? Parce qu'on voit pour le moment les chiffres, grâce à la vaccination, sont en train de préserver l'hôpital quand même. Je doute, puisqu'on n'a probablement pas atteint le pic des contaminations. Et on sait qu'entre contamination et décès, hospitalisation, on a quelques semaines en général. Et très certainement, on ne va pas avoir un rapport entre nombre de cas et nombre de personnes hospitalisées aussi élevé qu'on l'a eu. Mais si on a 5 fois, 10 fois plus de contamination, ce qui est possible, eh bien, on aura quand même plus de gens hospitalisés qu'en 2020. Donc c'est compliqué de savoir. Est-ce que le fait de s'apercevoir quand même que les gens qui vont plus dans les services de réanimation qui décèdent sont des gens non vaccinés, on utilise assez cet argument-là ou il n'a pas tellement d'importance? Encore une fois, de mobiliser la peur et l'angoisse, on a vu sur d'autres questions de santé que c'était pas c'était pas le levier le plus efficace parce qu'il y a sinon les gens âgés iraient tous se faire vacciner. Exactement, et puis les soignants aussi qui sont quand même au courant beaucoup plus que les autres. Je crois que c'est compliqué la prévention et ça doit être fait par des professionnels. Mais souvent, moi j'entends beaucoup, je suis vraiment d'accord, j'entends souvent des gens qui disent, des patients même qui étaient un peu réticents, bon je vais le faire pour la collectivité. Et ça, c'est vrai que ça demande qu'on se sente investi de cette collectivité. Alors vous allez avoir un exercice difficile qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est parler d'Omicron. Personnellement, si j'étais dans une émission comme je fais d'habitude, je dirais que parler d'Omicron c'est bien, mais qu'on ne sait rien, et que maintenant tout ce qu'on raconte doit être vérifié, donc plutôt que de faire terroriser les gens, mais vous avez peut-être une autre opinion. Non, je pense que c'est très important d'insister sur ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas à quel point il est transmissible, on ne sait pas à quel point il va échapper à l'immunité, on ne sait pas à quel point il fait des formes cliniques différentes, même si pour l'instant on n'a pas eu de variant qui faisait des formes cliniques vraiment différentes. Ce qu'on sait, c'est à nouveau la recherche, c'est que c'est les données de séquençage dont on a la disposition en Afrique du Sud, on produit des éléments, et puis on a déjà des expérimentations, ce qu'on appelle in silico, du deep, sans entrer dans mais mutational scanning, qui montre comment on peut prédire que ce nouveau variant va interagir avec les récepteurs qui font entrer dans la cellule. Il semblerait qu'il interagisse très bien avec les récepteurs qui font entrer dans la cellule. Et on peut aussi prédire, avec un risque, c'est de la recherche, c'est des choses qui ne sont pas encore in vitro, c'est de la prédiction d'interaction, presque physico-chimique. On peut aussi prédire qu'il échapperait assez bien à certains anticorps produits par la vaccination, à certains anticorps monoclonaux qu'on utilise actuellement. Et les données, c'est de jour en jour qu'on va en accumuler. Et parce que vous dites rapidement. On peut prédire, très bien. Mais attendez un petit peu de le savoir. Prédire l'interaction à un niveau physico-chimique, mais on ne sait pas ce que ça va donner en clinique. Comme on ne sait pas, les gens, voilà. J'allais vous dire, comme aurait dit mon vieux-père, quand on ne sait pas, on ne dit rien. Parce qu'il faut faire attention à ce que... Je pense qu'on peut en tout cas analyser des données et dire qu'elles sont avec un niveau d'incertitude élevé et que ça nécessite une confirmation in vitro et une confirmation par les données cliniques. Moi, je suis pour donner les informations aux gens. Après... Nathalie? Non, mais ce que je voulais dire, effectivement, il y a ce qu'on sait, il y a tout ce qu'on ne sait pas, mais il y a aussi ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, a priori, avec un niveau de certitude, me semble-t-il, assez élevé, c'est que les gestes barrières, c'est important, c'est très efficace, et que ça, donc s'appuyer sur la prévention, c'est, je dirais, de toute façon essentiel, et ça le restera, parce qu'après Omicron, il y en aura encore un autre, etc., etc. Et que, voilà, donc il faut rappeler et essayer de comprendre comment accompagner les gens dans l'adoption de gestes barrières. Il y en a une palette, il faut les mettre en œuvre le plus possible, et il faut donc continuer à faire des efforts sur les enjeux de vaccination, et sur les autres aussi. Vous êtes brillante, vous m'avez enlevé ma conclusion. Mais maintenant, je vais vous remercier tous les deux. Merci. C'était extrêmement agréable. Je ne sais pas si nous avons conclu avec plus de questions que de réponses, mais il faut multiplier ce type de débat, d'abord pour faire entendre des opinions brillantes comme les vôtres, et parce qu'il s'agit probablement d'une des crises majeures du XXe siècle. Merci. Merci.
Cher Denis, on arrive à la fin de cette émission et bien évidemment, je vous laisse conclure. Cher Jean-François, chère Nathalie, cher Nathan, un grand merci pour ce débat absolument passionnant. Je crois que pour nous tous, ça renforce la conviction de la valeur de la recherche médicale. On l'a entendu à plusieurs reprises ce soir, la recherche produit des résultats, elle produit des résultats progressivement dans le temps. Donc il faut se fier aux résultats qui sont prouvés, il faut aussi être capable de dire ce qu'on ne sait pas. Et il faut aussi se fier à la recherche en matière de sociologie, puisque Nathalie nous l'a expliqué, la sociologie, les études qui avaient été faites sur le VIH montraient donnaient déjà un certain nombre d'enseignements dont on n'a pas forcément tiré tous les bénéfices dans la campagne pour la vaccination. Mais donc, un grand merci à tous les trois pour ces débats tout à fait passionnants. Je voudrais donc vous redire que ça nous renforce dans notre conviction de l'importance de la recherche médicale, de l'importance de ce fait de lever de l'argent auprès de nos donateurs pour financer cette recherche et de l'importance aussi de cette mission d'information scientifique qui, au cœur d'une crise comme la crise sanitaire que nous vivons, est d'autant plus difficile, mais d'autant plus importante pour l'ensemble des Français. Et donc, nous allons nous atteler à poursuivre notre mission de recherche, de soutien aux chercheurs, et poursuivre également notre mission d'information scientifique. Et pour cela, nous avons besoin de nos donateurs. Ouais. Besoin de vous tous qui nous avez regardés ce soir, qui est un soutien renouvelé. Je vous remercie d'avoir produit cette émission, parce qu'effectivement, non seulement elle est agréable à faire, mais en plus extrêmement utile. Merci donc à Denis Duverne et à ses équipes, qu'on ne les cite pas assez, mais ils sont là dans l'ombre et ils travaillent plutôt bien, je peux vous le dire, pour proposer des plateaux d'invités aussi brillants, faisant du travail pour l'animateur que je suis, un vrai moment de plaisir intellectuel, pas très difficile, tellement ces gens-là sont agréables et faciles à écouter. Merci à vous tous qui avez été attentifs. Bonne soirée et surtout, soyez généreux, on a besoin de vous.